C'est la direction de la formation du ministère de la Santé. Je me présente, c'est Mademoiselle Saouli Imen. Je suis administrateur principal des services de santé au niveau de la direction de la formation. Je suis chargée de dossier de la formation continue des sages-femmes. Je tiens à remercier les formateurs qui sont là, professeur Mchtouh et docteur Kharif Mohamed, docteur Habib Yasmir et docteur Qadjour Mriem. Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez réactiver? Oui, oui, oui. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, bonjour professeur. Oui, bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Merci. Toute l'équipe est en place. Tout d'abord, je tiens à remercier l'équipe qui sont derrière toute cette logistique pour assurer une formation et de remise à niveau pour les sages-femmes. Merci, professeur. Bon, la deuxième session de cette formation sur la grossesse et l'accouchement à moindre risque, elle est destinée aux 24 wilayas de Constantine à Rilizane. Marhaba bikoum toutes les sages-femmes et je vous souhaite une bonne formation. Je passe la parole à Madame Gougam, docteur Gougam qui est avec moi au bureau. Professeur. Bonjour professeur, bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'avoir de nous accompagner. C'est un honneur pour nous. Merci de coordonner aussi cette action de formation. Et je tiens à vous remercier. Pourquoi? Parce que nous avons eu non seulement votre présence et vos éléments celle de vos excellentes communications, mais en plus nous avons eu un très grand écho. Alors on ne va pas vous lâcher, vous n'allez pas arrêter, ça sera pendant toute la période jusqu'à décembre. Inch'Allah. Ah, très bien. Ok, merci. Ça va? Beaucoup. Merci, donc, merci à vous. Je remercie l'ensemble des sages-femmes qui sont présentes pour participer à ce petit événement concernant la formation des sages-femmes. Nous allons aborder accouchement à moindre risque. On parlera aujourd'hui de l'hémorragie postpartum. Que faut-il faire devant une hémorragie postpartum? On parlera également de l'accouchement prématuré et on parlera de l'examen du patient qui constitue quand même une étape très importante pour évaluer le pronostic de l'accouchement. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre vos micros en sourdine là? Oui. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Il y a du bruit. OK. Donc, on peut commencer? Oui, professeur. Très bien. Donc, on commence la première question qui consiste, on va parler de l'hémorragie du postpartum. Donc, c'est à vous la parole, docteur Habib. Bonjour tout le monde. Bonjour, docteur. Juste le temps de partager le cours. Bonjour tout le monde. Donc, on va aborder aujourd'hui un sujet très intéressant et très important et toujours d'actualité, étant l'hémorragie du postpartum. Et je commencerai ma présentation par la com, que vous connaissez très bien,
qui a dit « Je veux non pas vous dire ». Vous m'entendez? Bonjour, c'est Achute Constantine. Le son n'est pas bon, il y a des échos. Et comme ça, il est meilleur? Non plus? Bon. Donc, Lacan qui disait « Je veux non pas vous dire, mais vous criez que la plupart des accidents de la délivrance sont produits ou surtout aggravés par des erreurs de technique, des insuffisances de surveillance, la timidité ou le retard des thérapeutiques efficaces. » J'essaye de... Il y a des échos dans le... On va parler maintenant des définitions des hémorragies du postpartum. Classiquement, on parlait des hémorragies de la délivrance qui étaient définies initialement par des pertes sanguines de la zone d'insertion placentaire. Par la suite, on a rajouté à cette définition classique des hémorragies de la filière génitale. Vous m'entendez? Voilà. Donc, on reprend. Classiquement, donc, les hémorragies de la délivrance étaient comme étant des hémorragies provenant de la zone d'insertion placentaire. Par la suite, on a rajouté à cette définition les hémorragies. Vous entendez? Est-ce que vous entendez? Oui. Oui, pour certains, oui, pour certains. Il est bon le sang? Est-ce qu'il est bon le sang? Pour la réactivation du sang. Voilà, donc les hémorragies donc, du postpartum, on disait que regroupe ainsi les hémorragies de la délivrance associées aux hémorragies de la filière génitale. Caractérisées par leur survenue en un moment de délivrance dans les 24 heures qui suivent l'accouchement. Par leur volume, pour un accouchement voix basse, c'est un volume qui excède les 500 millilitres, il devient grave pour un volume de plus de 1000 millilitres. Pour la césarienne, c'est un volume qui excède les 1000 millilitres, il devient grave pour 1500 millilitres. Caractérisé également par leur gravité avec leur retentissement rapide et grave sur l'état général. Il faut connaître ainsi les étiologies. Les étiologies donc, de l'hémorragie de la délivrance. Il y a les 4 moyens mnémotechniques qui sont représentés par les 4 T pour le tonus, le traumatisme, le tissu et la thrombine. Donc, le tonus, c'est principalement l'inertie utérine.
Donc, cette inertie utérine qui peut se voir, par exemple, dans un travail prolongé sous ocytocine ou très rapide, avec une distension utérine en cas d'hydramniose, de grossesse multiple ou de macrosomie, une grande parité qui excède les 5, une chorioamniotite ou un utérus myomateux. Pour le traumatisme, on citera les lésions du tractus génital, une épisiotomie mal reprise qui saigne toujours, des lacérations génitales ou cervicales, la rupture utérine ou la lésion des artères utérines en cas de césarienne. Pour le tissu, c'est la rétention placentaire et les anomalies d'implantation placentaire avec une délivrance retardée ou incomplète, un placenta accreta ou percreta avec une augmentation proportionnelle en taux en relation avec l'augmentation de l'incidence des césariennes. La thrombine, c'est les anomalies de la coagulation congénitale ou acquise. On citera la maladie de Bell-Brandt, le HELP syndrome, la thrombopénie gravidique, les coagulopathies, la CIVD, etc. Dans ces étiologies, comme vous allez le remarquer, il faut citer que dans 80% des hémorragies du postpartum, on n'a pas d'étiologie évidente, elles sont imprévisibles. Ce ne sont que dans 20% qu'on arrive à détecter des facteurs de risque. Et le facteur de risque le plus important, qui est présent dans 61% des cas, étant l'inertie utérine. En deuxième position, à 31% des cas, c'est les plaies du tractus génital et 8%, c'est la rétention placentaire. Donc, on citera qu'il ne faut pas oublier que dans 31% des cas, c'est des plaies du tractus génital. Présent uniquement dans 20% des cas, mais les situations qui sont à très grand risque sont représentées par les placentas recouvrants, donc le placenta prévia, anomalie d'insertion placentaire, le placenta accreta, les troubles de l'hémostase et la fièvre en cours de travail. Nous vous montrons ainsi, donc, après un certain moment, on parlait un peu plus du placenta prévia, mais actuellement, avec l'augmentation du taux de césarienne, on arrive donc à trouver une autre pathologie iatrogène, on va dire nouvelle, qui est le placenta accreta, percreta ou increta, donc c'est des anomalies d'insertion. D'où l'importance de faire donc une bonne révision du délivre pour vérifier que notre gâteau placentaire est au complet et qu'il n'y a pas de manque de cotylédon. L'intérêt de cette question, en fait, c'est une question qui est toujours d'actualité et du fait du taux de mortalité qu'elle engendre un peu dans le monde et un peu plus chez nous. C'est une pathologie grave, engageant rapidement le pronostic vital maternel. C'est l'hémorragie qui tue par excellence et c'est la cause de mortalité maternelle dans le monde et en Algérie. Sa prise en charge doit être multidisciplinaire et elle repose sur des protocoles de soins chronométrés, partagés au sein de réseaux de soins. L'objectif étant de réduire la mortalité maternelle par hémorragie du postpartum. Un petit rappel physiologique que vous connaissez tous de la délivrance. Elle doit survenir spontanément dans les 30 minutes suivant l'accouchement. Son mécanisme commence par le décollement du placenta, la migration, l'expulsion du placenta sous l'effet de son poids, l'hémostase utérine, donc que vous connaissez, il y aura la ligature de Pinard suivie de la rétraction utérine. Le tout est orchestré bien sûr par une bonne dynamique utérine. Les critères d'une délivrance normale, c'est une vacuité utérine totale, dynamique utérine normale, donc une contraction utérine normale, un placenta normalement inséré et non adhérent. Donc, on ne parle pas de placenta prévia et on ne parle pas non plus de placenta accreta. Une coagulation efficace. Ce schéma, donc, qui montre un peu, avant la délivrance, un utérus en sus ombilical, le placenta est en place. Après expulsion du placenta, suivant décollement, migration, expulsion et hémostase,
on aura un utérus en dessous de l'ombilique, bien rétracté, donc qui ne saigne pas. La révision utérine, qui est très importante pour vérifier également donc notre gâteau placentaire ainsi que les mamans. Les points essentiels dans notre prise en charge est une planification. La prise en charge multidisciplinaire et une approche thérapeutique chronologique bien établie. C'est une situation très stressante pour laquelle il faut préparer d'emblée le personnel et le matériel qu'il faut. Pouvons-nous la prévenir? Elle est inopinée, c'est vrai, dans 80% des cas. Mais l'enquête sur la mortalité maternelle a montré que la prise en charge avait été non optimisée dans 85% des cas, aurait sûrement pu être évitée dans 74% des cas. Notre but à nous étant d'atteindre un objectif bien précis pour qu'il y ait, parmi les dossiers expertisés, qu'il n'y ait aucun dossier où l'on trouve une mortalité évitable. C'est pour cela qu'on essaye d'établir un schéma de prise en charge qui doit être rapide, parce que c'est une question de temps et de rapidité. Alors, quelle stratégie adopter? Le principe de base, en plus des consultations prénatales, chaque femme enceinte sera adressée en consultation de pré-anesthésie. Tout établissement prenant en charge les accouchements doit organiser les modalités d'approvisionnement, d'acheminement des produits sanguins labiles. Un protocole de prise en charge des hémorragies du postpartum adapté aux conditions d'exercice est régulièrement réactualisé. Vérifier régulièrement la disponibilité des drogues susceptibles d'être utilisées en cas d'hémorragie du postpartum. Chaque maternité doit disposer d'un praticien dont les compétences chirurgicales sont suffisantes pour l'exécution des gestes d'hémostase en cas d'hémorragie du postpartum. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Oui, c'est bon? Eh bien, on continue. On était dans la stratégie de prise en charge. On était dans la stratégie de prise en charge qui va faire intervenir plusieurs paramètres et plusieurs personnes. Donc, pendant la grossesse, donc tout commence pour les facteurs de risque d'une prise en charge pendant la grossesse. Si risque identifié d'hémorragie du postpartum, le lieu d'accouchement doit être situé dans une structure adaptée, comportant un dépôt de produits sanguins labiles, un service de réanimation maternelle, une équipe multidisciplinaire de garde sur place et un plateau technique chirurgical et, si possible, de radiologie interventionnelle qui n'existe malheureusement pas chez nous. Donc, le principe de base en période anténatale étant d'informer la patiente du risque d'hémorragie du postpartum. Donc, une prise en charge conjointe par l'obstétricien, la sage-femme, le médecin réanimateur au cours des consultations prénatales afin d'identifier les situations à très grand risque d'hémorragie du postpartum. Orienter ces patientes vers un centre comportant un plateau médico-technique adapté, présent 24/24, gynéco-obstétricien, anesthésiste réanimateur, unité de soins intensifs, banque de sang, plus ou moins une équipe de radiologie interventionnelle. Il faut dépister et traiter l'anémie, diminue le recours ainsi aux transfusions. Chaque femme doit disposer en salle de naissance de 2 déterminations, groupe ABO, Rhésus et recherche d'agglutinine irrégulière. Toute maternité doit organiser l'approvisionnement et le cheminement des produits sanguins labiles dont l'obtention doit être inférieure de 30 minutes. Vérifier régulièrement la disponibilité des drogues utilisées en cas d'hémorragie du postpartum. Chaque maternité doit établir un protocole de prise en charge des hémorragies du postpartum adapté aux conditions locales d'exercice. Réaliser un audit
des hémorragies du postpartum afin de vérifier le respect des procédures. Désolé. Prévention au moment de l'accouchement. Donc, ça, c'était pendant la grossesse. On passe maintenant au moment de l'accouchement. Il faut une surveillance, bien sûr, vigilante pendant 2 heures qui suivent l'accouchement en salle d'accouchement. Donc, elle porte sur l'importance des pertes sanguines quantifiées, la qualité du globe utérin, la fréquence cardiaque et la pression artérielle, l'examen du placenta qui doit être complet et sinon, on va passer à la révision utérine, une injection prophylactique d'ocytocine, la délivrance dirigée et une délivrance artificielle si le placenta ne vient pas au bout de 30 minutes. La précocité du diagnostic est essentielle dans le pronostic de toute hémorragie du postpartum. On a toujours le facteur temps qui revient. Donc, pour résumer en photo, donc on va scoper la malade, on va quantifier également le sang et on va vérifier notre globe utérin. L'hémorragie du postpartum, malheureusement, s'installe. Donc, le diagnostic sera porté sur un saignement qui soit extériorisé ou non. Donc, s'il n'est pas extériorisé, on a ce mauvais globe utérin. Donc, associé à une altération de l'état général rapide, ça devient une urgence vitale. Il faut agir vite, avec rigueur et rapidement, en appelant tous les personnels, parce que c'est une question de temps, parce que c'est une question stressante. Il faut être habitué et préparé. Pronostic vital directement lié au facteur TEMPS, au facteur temps, attitude agressive, attitude précoce, prise en charge pluridisciplinaire selon le protocole du service, feuille de surveillance adaptée. Prévenir les interventions, les intervenants sans délai. Appeler l'obstétricien, la sage-femme, l'anesthésiste réanimateur, l'infirmier, le laboratoire et le CTS. Le traitement, méthode rapide et rigueur. Il doit être donc soumis à une méthode, il doit être rapide, il doit être rigoureux. Donc, c'est un protocole préétabli. Respecter le timing. Et là, on parle, entre parenthèses, the first golden hour before it becomes too late. Ça veut dire que c'est la première heure, qui est une heure d'or pour la femme, sinon elle va mourir. Associer la correction du choc hémorragique et des troubles de l'hémostase, des gestes obstétricaux et chirurgicaux sont à préparer. Donc, la rapidité va conditionner l'évolution du processus. On parle encore de temps. Le traitement, on commencera par la révision utérine pour vérifier la vacuité utérine. On vérifiera également, et on a parlé, de l'inertie utérine, première cause, révision du col du vagin et du périnée. Et on a parlé des lésions du tractus génital à 31% des cas. On va instaurer 5 unités de synthétisme en IVD, associées à une perfusion, donc à faire passer 20 unités en 2 heures, associé à un massage utérin compressif ou bimanuel. Donc, ce qu'on est en train de voir ici, quelques schémas, donc celui de la délivrance artificielle, celui de la compression bimanuelle et la reprise également des lésions du tractus génital. On passe volet réanimation, tout doit être prêt. Donc, on va mettre des voies d'abord solides, vérifier la coagulation, le groupage et le chariot spécial précurseur. Administrer en deuxième intention, donc un utérotonique, c'est besoin. Donc, un deuxième utérotonique, si besoin. Si l'ocytocine ne suffit pas, on peut utiliser le métergin à 0,2 mg en IM, sauf si HTA. Donc, avant, on utilisait ce qu'on appelait le cytotec, qui est actuellement retiré carrément du marché, donc on ne l'utilise plus. Ailleurs, on peut utiliser également ce qu'on appelle la carbitocine à 100 mg en IVD, mais qui n'est pas disponible en Algérie. S'il y a échec des procédures, on peut procéder à un tamponnement utérin, que ce soit par un ballonnet de batterie ou bien par des compresses qu'on va introduire à l'intérieur de l'utérus. L'image montre ici le dispositif du ballonnet de batterie. Donc, ça, c'est une plaque qui résume un peu les drogues qu'on va utiliser, leur dosage, leurs effets indésirables et leurs contre-indications. La réanimation, 2 voies d'abord avec un bon calibre, un monitorage pour la tension, le pouls, le CG, la saturation, la sonde urinaire doit être également mise en place.
Bilan de coagulation comportant FNS, plaquettes, TP, TCK, fibrinogène, ditinaire, facteur de coagulation, engroupage et recherche d'agglutinine irrégulière. Mettre la femme sous oxygène, procéder à un remplissage par cristalloïde et la transfusion de PFC et de phénoglobine. Donc, dans l'heure en or, the golden hour, donc on va procéder par 30 minutes. Donc, en 30 minutes, la prise en charge initiale comporte donc, pendant les 30 premières minutes, on procédera à des gestes rapides et disponibles. Donc, la délivrance artificielle, révision utérine, examen sous valve. Donc, on va donc la vidange de la vessie, mettre des ocytocines et vérifier l'hémostase et la recherche d'agglutinine régulière. Au bout de 30 minutes, on n'est pas bon, ça passe pas, on passe à la deuxième demi-heure dans laquelle on va être un peu plus agressif. On va utiliser donc toujours sonder avec des antibiotiques. On va réchauffer la patiente. Donc, on peut utiliser, si disponible, le Supristone. Donc, un bilan biologique doit être établi parce que probablement l'hémorragie va dans l'aggravation. Donc, et il faut le maintien d'une pression aux alentours de 60-80 mm mercure. Si besoin, on peut utiliser d'autres drogues qui sont de l'ordre des réanimateurs. Stratégie transfusionnelle et traitement hémostatique. Le but étant de corriger l'hypovolémie, de maintenir une oxygénothérapie tessulaire, de corriger également la coagulopathie. Si tout cela ne marche pas, on va passer à des choses un peu plus agressives et plus spécialisées, étant la ligature vasculaire ou bien une embolisation. On peut utiliser également du Nuvo 7, donc, et bien par la suite et en dernier recours, le geste de désespoir, l'hystérectomie. La radiologie interventionnelle, embolisation, un mot. Donc, ces conditions, c'est un état hémodynamique stable et un transport médical possible. Si donc ces indications, c'est un accouchement par voie basse et des lésions cervico-vaginales. Les alternatives chirurgicales, donc le choix de la technique est basé bien sûr sur les antécédents obstétricaux de la patiente, la gravité de l'hémorragie, la stabilité hémodynamique, l'expérience du chirurgien. Donc, on peut procéder par une ligature vasculaire, plusieurs techniques sont présentes. Si ça ne marche pas, on passe à l'hystérectomie, malheureusement d'hémostase. Donc, c'est un geste qu'on laissera en dernier recours. Pour résumer un peu, effectuer donc une conduite active de la troisième phase du travail, un diagnostic tardif et une réanimation sous-optimale augmentent la mortalité de l'hémorragie du postpartum. Considérer tout saignement anormal en quantité, en durée, comme un diagnostic d'hémorragie du postpartum. La prise en charge doit être multidisciplinaire, elle doit être basée sur un algorithme connu de tous. Chaque maternité devrait adopter l'algorithme par étapes des sociétés de gynéco et d'obstétrique et d'anesthésie-réanimation de son pays, selon les conditions disponibles. L'atonie utérine reste la cause principale de l'hémorragie du postpartum. Les utérotoniques sont la pierre angulaire du traitement. La stratégie transfusionnelle repose sur des objectifs hémostatiques précis, l'administration de culots érythrocytaires, des plasmas précongelés en suffisance et l'utilisation ciblée de fibrinogènes, de plaquettes et d'agents hémostatiques. Une coordination, une collaboration multidisciplinaire est indispensable. L'hémorragie du postpartum, même silencieuse, peut être rapidement fatale. Une prise en charge multidisciplinaire associant prévention, action rapide, donc coordination entre les différents paramètres pour améliorer le pronostic de nos patientes. Je vous remercie. On va répondre à la même question. Le débat, c'est maintenant. C'est chaque question. Allô, vous entendez? Bon, vous m'entendez?
OK. Donc, merci, docteur Habib, pour la présentation. Elle nous a parlé de l'hémorragie du postpartum. Elle a essayé de cerner toute la question et donner les éléments nécessaires pour la prise en charge de cette pathologie qui est quand même responsable, qui est la première cause de mortalité maternelle. En réduisant cette hémorragie, probablement, on va réduire considérablement le taux de mortalité maternelle. Bon, est-ce qu'on peut prendre est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'on passe directement après chaque communication aux questions? Pardon? Est-ce qu'on passe après chaque communication aux questions ou est-ce que vous faites 2 ou 3 Bon, on prend quelques questions. de préférence? Et puis, voilà. Ça permet de les situer et de les capter parce que là, on verra à quel niveau ils sont. Oui. On peut prendre 3 questions. D'accord. OK. Question. Non, pas de question. Je vois qu'il n'y a pas de questions apparemment. Allez, les sages-femmes, posez des questions. Il n'y a pas de questions. Puisque la révision utérine est un acte médical, est-ce que la sage-femme, si elle se trouve toute seule, peut faire la révision utérine comme on le faisait auparavant? Tu entends la question ou pas? Ouais. On peut poser une question, professeur? Allô? On peut poser une question, s'il vous plaît? Oui, répétez la question. Bonjour, je suis la sage-femme de Benzemaï Intisar de Constantine. Oui. Je voulais savoir si la sage-femme se trouve toute seule, il n'y a pas de gynécologue. Oui. Est-ce qu'elle a le droit de faire une révision utérine en cas d'hémorragie? Et si elle est protégée? C'est tout. Parce qu'auparavant, les sages-femmes faisaient la révision utérine. Écoutez, devant une situation, vous êtes seul, vous avez une femme qui est en train de saigner. Est-ce que vous avez le droit de faire une révision, une délivrance artificielle, ou bien une révision utérine, ou bien réparer un délabrement périnéal? Mais bien sûr que vous avez le droit de faire ça. Maintenant, on dit que c'est un acte médical, c'est tout. On voulait savoir. Mais bien sûr, vous êtes obligé de faire ça. Vous êtes seul et vous avez une situation qui est urgente et vous avez une formation par rapport à ça. Bien sûr que vous avez le droit de pratiquer une délivrance artificielle, une révision utérine, réparer les lésions que vous constatez qui sont responsables de cette hémorragie. Mais c'est tout à fait normal, bien sûr. Vous avez entièrement le droit. Oui. Vous n'allez pas rester regarder la malade en train de saigner sans rien faire. C'est une évidence. D'accord? Oui. OK. D'autres questions? Une question, s'il vous plaît. Oui, salam alaikum. Oui? Allez-y. Pourquoi le médecin
a été retiré sur le marché pharmaceutique en général en Algérie. Pourquoi le Miterja, le Miterja. Ah, le Metergin. Ben, franchement, je ne suis pas au courant. Je n'ai pas cette notion. Hein, pour le Metergin, peut-être c'est un manque, peut-être il y a un manque par rapport à la disponibilité, mais le retrait, je ne suis pas au courant. Là. En principe, il n'y a pas de retrait. Est-ce qu'il y a un écrit, une circulaire qui a été établie dans ce sens? D'où est-ce que vous avez cette information? C'est pas contre-indiqué. Comment? Est-ce que c'est indiqué ou non? Si, c'est indiqué, mais il faut respecter quand même les contre-indications, d'accord? En première intention, on peut utiliser l'ocytocine. Maintenant, si l'ocytocine est insuffisant, on peut utiliser un deuxième utérotonique. Donc, on citera en première ligne le Metergin s'il est disponible, tout en respectant les contre-indications, bien sûr. Merci. Une autre question? Oui, une deuxième question, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Certains gynécologues dans le placenta accreta laissent le placenta à l'intérieur. Ils ne l'enlèvent pas. Ils le laissent à l'intérieur. Oui, est-ce que c'est… oui, bien sûr, c'est l'une des conduites à tenir. Donc, on peut laisser le placenta en place. Pardon. Et d'autres sont contre. Voilà. Mais c'est une technique. Bon, les autres sont contre. Bon, il y a des écoles, hein. Il y a des écoles, mais il faut voir également certains paramètres. Il y en a ceux qui sont pour un traitement donc chirurgical, d'autres pour un traitement conservateur en laissant le placenta sur place. Mais vous savez, un placenta accreta ou percreta, il peut aller au-delà de l'utérus, envahir certaines structures avoisinantes. Et l'accès n'est pas facile. Donc, parfois, on va privilégier plutôt de laisser le placenta sur place et le voir régresser et donc se nécroser progressivement et tomber. Donc, ce qui va nous éviter tout geste agressif. Mais selon la faisabilité de cela et la possibilité de surveillance de la patiente. Faire simple. Écoutez, pour votre question concernant le placenta accreta, pour faire simple, le placenta accreta, il est maintenant en nette augmentation en rapport avec le taux de césarienne qui est élevé. Tout d'abord, on doit réfléchir comment réduire ce taux de césarienne. Pour réduire le taux de placenta accreta, parce que le placenta accreta, c'est une pathologie qui est responsable de mortalité maternelle qui peut arriver jusqu'à 60%. C'est énorme. Et puis, la chirurgie du placenta accreta, c'est une chirurgie qui est extrêmement lourde. Ça nécessite une présence multidisciplinaire, un obstétricien, un urologue, un viscéraliste, une unité de soins, un réanimateur, et puis un centre de transfusion qui est disponible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire devant un placenta accreta? Il ne faut pas essayer de décoller le placenta parce que vous allez aggraver encore l'hémorragie. Vous avez deux situations. Soit vous allez laisser le placenta en place, vous coupez le cordon ARA, vous fermez l'utérus et vous laissez le placenta en place. Ce choix, on le préfère chez la femme qui est jeune, qui n'a pas encore fini son projet obstétrical, qui va avoir encore des enfants. Mais si vous avez une femme qui a 42 ans, qui a 6 ou 7 enfants de sexes différents et tout, il faut pas hésiter. C'est-à-dire faire une hystérectomie chez elle, c'est pas un problème. Donc, vous voyez, vous faites un traitement conservateur chez la femme qui désire garder son utérus et vous faites un traitement radical utérus, placenta dedans, en bloc, quand la femme a accompli son projet obstétrical. C'est ça la conduite. Et plus les mesures. Mais parfois, le placenta, il déborde de l'utérus, il s'insère sur les intestins. Il n'y a pas de chirurgie à faire. Là, c'est une évidence. Il faut tout laisser et fermer.
et l'évolution par la espérant qu'elle va évoluer favorablement. Parce que le taux de mortalité, il est très, très, très élevé. Et surtout, il ne faut pas essayer de dépoller le placenta en opératoire. C'est pour cela, il est très important chez toute femme utérus cicatricielle, il faut lui faire une échographie chez un référent qui va vous dire est-ce qu'il y a le placenta, est-ce qu'il est normal, est-ce que c'est un placenta accréta ou bien c'est un placenta qui est normalement inséré. Il faut avoir le diagnostic au départ pour se préparer à une césarienne. Quand on fait une césarienne, on doit avoir une idée sur le diagnostic. Et la césarienne, il ne faut pas essayer de faire une hystérotomie sur la zone d'insertion placentaire. Il faut faire une hystérotomie corporeale, extraire l'enfant et puis décider est-ce qu'il faut laisser le placenta à l'intérieur ou bien faire une hystérectomie. Le diagnostic initial, c'est très important. La mortalité est élevée quand vous êtes devant une surprise. C'est une découverte en péropératoire. Ça va être une chirurgie extrêmement difficile qui est responsable d'un taux de mortalité très important. D'où le dépistage. Les femmes à risque d'un placenta accréta pour se préparer à cette chirurgie qui est difficile. OK? Est-ce que c'est clair? Bon. Apparemment, il n'y a pas de son. Allô? Oui. Salam alaikum, c'est Madame Della Nabila, EPH Aqid Othman, Ain Turk, Wilaya d'Oran. Est-ce que c'est possible de faire le dépistage placenta accréta au premier trimestre? Est-ce que le IRM il est utilisé à ce premier trimestre? Il n'y a pas d'effet secondaire, etc. Merci. Bon, généralement, ce n'est pas lors du premier trimestre qu'on le fait. Hein. Oui. Donc, il n'est pas contre-indiqué. Qu'est-ce qui est contre-indiqué? L'IRM au premier trimestre. Il y a bien une contre-indication d'IRM pour le dépistage du placenta, non? Au premier trimestre? Au premier trimestre, on n'a pas besoin de l'IRM pour mais l'IRM en elle-même n'est pas contre-indiqué en cas de grossesse. Oui. Ok, merci. Mais le diagnostic, il est plus fiable à l'échographie. Déjà, on a parlé d'un échographiste référent qui peut faire parfois deuxième trimestre. C'est l'échographie qui fait un peu plus mieux le diagnostic. Oui, généralement, c'est au deuxième trimestre. Oui, c'est la localisation placentaire au deuxième trimestre. Très bien, oui, merci. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions? Pour le diagnostic, si on compare le diagnostic fait à l'échographie d'un placenta accréta versus IRM, il n'y a pas de différence significative. On peut faire aussi bien le diagnostic à l'IRM qu'à l'échographie. Donc, le coût il est plus important à l'IRM. Donc, un échographiste peut faire le diagnostic pour vous dire, voilà, c'est un placenta accréta, faites attention. Il faut adopter une stratégie thérapeutique en fin de grossesse. Voilà le but. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, c'est toujours Madame Bensmaïl de Constantine. Je voulais savoir quelles sont les femmes prédisposées à faire des placentas accréta. Bon, les femmes prédisposées à faire des placentas accréta, c'est généralement les utérus cicatriciels, que ce soit une cicatrice gynécologique ou bien obstétricale. Il y aura un défect qui va permettre une insertion anormale du placenta. Ok, voilà, c'est très bien, oui, merci. Essentiellement, c'est ça, c'est l'utérus cicatriciel, hein? C'est les césariennes. C'est pour ça que la prévention d'un placenta accréta, c'est quoi? Il faut réduire le taux de césarienne qui avoisine dans certains établissements 50%. C'est énorme, alors que les recommandations de l'OMS, c'est 18%. Donc, il faut réduire. Il y a une autre pathologie qui peut être responsable d'un placenta accréta, mais bon, c'est l'adénomiose. Mais bon, on a vu des placentas accréta chez certains patients qui n'ont pas un utérus cicatriciel. Donc, l'adénomiose peut donner ça. Mais je dirais à 99%, c'est l'utérus cicatriciel. OK, donc on passe à la question suivante. OK? Donc, je donne la parole à Dr Kharef, il va nous parler de l'accouchement prématuré, la menace d'accouchement prématuré. Professeur, je peux poser une petite question, s'il vous plaît? Oui. Il y a une équipe sage-femme 5e année qui ont fait
mémoire et une préparation de la malade avec le PMP, la préparation Préparation avec la PMP. Préparation, péri. La préparation périnéale. Voilà. Les résultats ont été vraiment très bien, même pour les primipares. Même pour les primipares. C'est quoi par rapport à quoi? On parle d'hémorragie, nous, là. Non. Je vais vous passer celle qui a fait le cas. On vous entend mal, monsieur. Si c'est possible d'éclaircir un peu la voix ou bien... Oui. La rééducation périnéale. Vous voulez parler de la rééducation périnéale? Oui, professeur. Hein? Oui. Oui, bon, la rééducation périnéale, c'est toujours bien de faire une rééducation périnéale. En préparant, déjà à partir de la 36e semaine, on commence la rééducation périnéale et au postpartum également. Mais ça c'est pour le périnée, ça s'appelle rééducation périnéale. C'est pour éviter les incontinences urinaires, les incontinences anales, les prolapsus, vous voyez, toute cette pathologie vulvo-vaginale, les béances vulvo-vaginales, l'hyperlaxité vaginale, tout ça, la rééducation périnéale, c'est pour renforcer les muscles périnéaux. Vous voyez, et puis, c'est une préparation également à l'accouchement et les conséquences de l'accouchement. Donc, on passe à la communication suivante. Menace d'accouchement prématuré. Oui, on vous entend. Très bien, donc je donne la parole au docteur Kharaf qui va nous parler brièvement sur la menace d'accouchement prématuré. C'est d'être donner les messages les plus importants. Vas-y. Bonjour. Vous m'entendez bien? Alors, on va faire la menace d'accouchement prématuré. والله أنا عارفة إني حابة أنا مسوي من الجزائر في الجزائر كنت في السبيطار. L'accouchement prématuré, c'est un accouchement survenant avant 37 semaines d'aménorrhée et après 22 semaines d'aménorrhée. Seuil de viabilité pour l'OMS. Mais sur le plan légal en Algérie, on est toujours à 28. C'est pour ça qu'on déclare les accouchements à partir de 28 semaines. On considère toujours que l'accouchement avant 28 semaines, c'est un avortement tardif. Donc, menace d'accouchement prématuré, c'est la survenue de contractions utérines douloureuses, rapprochées, persistantes, s'accompagnant d'une modification du col entre 22 semaines et 36 semaines et 6 jours. Donc, cette notion, c'est très important car tout au long de la grossesse, on a des contractions utérines, mais qui ne sont pas douloureuses, qui ne sont pas régulières et ne s'accompagnent pas d'une modification du col. Donc, ce n'est pas toute femme qui a des contractions utérines, ça veut dire que c'est une menace d'accouchement prématuré. La prématurité est divisée en 3 groupes. La moyenne prématurité ou la prématurité tardive entre 32 semaines et 37 semaines d'aménorrhée, la grande prématurité entre 28 et 32 semaines et la très grande prématurité avant 28 semaines d'aménorrhée. D'accord. Donc, la classification de la prématurité. Encore, on a 2 types d'accouchement prématuré. La prématurité provoquée ou induite pour sauvetage maternel ou fœtal. Là, c'est une prématurité obligatoire. Et on a la prématurité spontanée dont la prévention est un véritable enjeu de santé publique. Donc, on doit lutter contre
la prématurité spontanée. C'est une femme qui rentre en travail spontanément avant le terme. C'est un enjeu de santé publique. Pourquoi? On va voir les intérêts. La naissance prématurée est la cause la plus importante de mortalité et de morbidité périnatale. Donc, la cause la plus importante de la mortalité périnatale, c'est l'accouchement prématuré. Et c'est les enfants, c'est les nouveau-nés prématurés. Conséquence d'autant plus grave que l'âge gestationnel est faible avant 32 semaines. Mais pour nous, je pense que c'est déjà avant 32 semaines, c'est déjà grave pour les nouveau-nés. Impératif d'une bonne prévention et gestion rigoureuse de la menace d'accouchement prématuré. Donc, pour lutter contre cette prématurité, il faut lutter contre l'accouchement prématuré. Par quoi? Par le dépistage. Ça veut dire, on va essayer de préciser la population à risque des femmes qui vont faire une menace d'accouchement prématuré. Et après ça, on va essayer de prévenir l'accouchement prématuré. Donc, le dépistage passe. Donc, pour faire un bon dépistage, on doit connaître les facteurs de risque pour connaître les femmes qui vont faire des accouchements prématurés, les antécédents d'accouchement prématuré, c'est évident, d'avortement provoqué ou spontané, âge maternel avant 18 ans ou après 35 ans, grossesse rapprochée, précarité et bas niveau socio-économique, travail difficile, long trajet quotidien et les toxiques. On a des scores de risque. Pour essayer de connaître les femmes à risque de faire accouchement prématuré, on a établi des scores à risque. Donc, qui permettent d'évaluer les différents facteurs de risque et leur donner un chiffre numérique pour avoir une évaluation objective. Cependant, malheureusement, leur sensibilité est faible et sont de moins en moins utilisées et recommandées actuellement. Le coefficient pour votre culture générale, le coefficient le plus connu, c'est le CRAP, score inférieur à 5, pas de risque d'accouchement prématuré, 5 et 10, risque potentiel d'accouchement prématuré, et supérieur à 10, risque certain d'accouchement prématuré. Là, on est en train d'agir avant la survenue de la menace d'accouchement prématuré. On essaye de connaître les femmes et de les classer en femmes qui ont un risque très élevé de faire accouchement prématuré et d'adapter la surveillance, et des femmes à faible risque d'accouchement prématuré. Alors, approximativement, c'est ça le CRAP. On a des évaluations sur le plan le nombre d'enfants, les conditions socio-économiques, les antécédents obstétricaux, le curetage, l'antécédent d'accouchement prématuré, socio-professionnelle, travail à l'extérieur, 3 étages et tout, et la grossesse actuelle. Alors, maintenant, les étiologies de la prématurité spontanée. On parle de la prématurité spontanée, puisqu'on ne peut rien faire devant la prématurité provoquée dans un intérêt maternel ou fœtal. On veut lutter contre la prématurité spontanée que représente 50% de la prématurité. Cause maternelle, on va avoir les causes maternelles et les causes ovulaires. Donc, les causes maternelles, on a les causes générales, l'infection, infection urinaire ou la cervico-vaginale, la chorioamniotite, et toute infection aux fièvres isolées peut provoquer l'accouchement prématuré. L'anémie maternelle, le diabète gestationnel avec, vous savez tous que dans le diabète gestationnel, on a plus d'infections. On a le risque de macrosomie et d'hydramniose avec surdistension utérine et le traumatisme abdominal accidentel. Les causes locales, on a vu les causes générales, maintenant les causes locales, malformation utérine, soit congénitale, utérus bicorne, cloisonné, ou acquise des synéchies utérines ou des fibromes, la béance cervico-ismique, congénitale ou acquise, il est défini par au moins 2 avortements tardifs ou accouchement
prématuré avant 32 semaines, test à la bougie de Igar numéro 8 ou l'hystérosalpingographie, traitement prophylactique par le sarclage entre 14 et 16 semaines. Les causes ovulaires, on a les causes fœtales et les causes liées aux annexes, ça veut dire placenta et liquide amniotique. Alors, les causes fœtales, on a les surdistension utérine par grossesse multiple, grossesse jumellaire avec surdistension utérine, l'hydramniose, c'est l'excès pathologique du liquide amniotique, quelle que soit l'étiologie. Donc, les causes liées aux annexes, à l'œuf, rupture prématurée des membranes, la chorioamniotique, c'est l'infection, l'hémorragie du 2e et 3e trimestre, les anomalies placentaires, placenta previa, décollement placentaire. Les causes idiopathiques, dans 40% des cas, aucune étiologie n'est retrouvée, malheureusement. Diagnostic de la menace d'accouchement prématuré. On parle de menace d'accouchement prématuré, comme on a vu tout à l'heure, devant l'association du terme avant 37 semaines, contraction utérine régulière et douloureuse et modification du col, à l'examen clinique ou à l'échographie du col. Il faut savoir qu'il existe tout au long de la grossesse des contractions physiologiques, mais qui sont irrégulières, indolores et ne modifient pas le col. Donc, ce n'est pas parce qu'une femme a des contractions utérines qu'elle a forcément une menace d'accouchement prématuré. On recherche systématiquement des métrorragies associées peuvent être dues à des modifications cervicales rapides ou en rapport avec placenta previa ou du décollement placentaire. Une rupture prématurée des membranes qui augmente le risque infectieux. Donc, on va faire des diagnostics à l'examen au spéculum avec prélèvement vaginal. Donc, à partir de là, l'hospitalisation répétée. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire devant une menace d'accouchement prématuré? Essayer de trouver l'étiologie pour la traiter. Rechercher une infection, éliminer en priorité une rupture prématurée des membranes, la prise en charge, la rupture prématurée des membranes qui va changer le diagnostic, la prise en charge et le pronostic obstétrical. Bilan préthérapeutique, avec recherche d'une contre-indication à la tocolyse et avant instauration d'un éventuel traitement préventif par sulfate de magnésium, bien sûr. Alors, donc, l'examen clinique, interrogatoire, recherche les facteurs de risque, examen clinique complet, la température, la tension artérielle, le pouls, la hauteur utérine, la bandelette urinaire, spéculum, recherche un écoulement liquidien, le toucher vaginal, recherche les modifications du col et l'ampliation du segment inférieur. Donc, les examens paracliniques à but diagnostique, la cardiotomographie externe, objectivant et précisant la nature des contractions utérines. Par exemple, là, on a des contractions utérines qui se fait chaque 3 minutes presque, répétées. Donc, on est très probablement en menace d'accouchement prématuré. Échographie du col utérin. L'échographie du col utérin par voie endovaginale, elle permet la mesure objective de la longueur cervicale. C'est-à-dire une mesure chiffrée. Examen systématique de référence pour le diagnostic. Longueur du col et morphologie de l'orifice interne du col. Ça veut dire qu'on va mesurer la longueur du col et on va voir l'orifice interne du col. Plus le col est court, plus le risque d'accouchement prématuré est grand. Seuil de risque entre 20 et 30 mm. En pratique, la valeur seuil, c'est 26 mm. Échographie utérine participe à la recherche étiologique. Donc, grossesse jumelaire, malformation utérine, placenta previa. Je vais vous donner un exemple d'image échographique du col utérin. Donc, on doit avoir une coupe sagittale du col, de visualiser l'orifice interne et l'orifice externe. Ça, c'est l'orifice interne et l'orifice en dehors et pendant la contraction. Donc, c'est ça la longueur de l'orifice interne et l'orifice externe. En dehors de la contraction. À l'écho, je voulais la voir à l'écho.
Ça, c'est un exemple d'une menace d'accouchement prématuré. L'image échographique, quand vous voyez un col raccourci, en plus d'un col court, il existe ici une protrusion de la poche des os dans le col. Mais on peut déjà évaluer de façon plus objective au toucher vaginal. Hein. Donc, l'examen paraclinique à but étiologique, bien sûr, le bilan infectieux, la FNS, le CRP, prélèvement cervico-vaginal, ESUBU, l'infection urinaire et l'infection génitale basse, c'est la première cause de menace d'accouchement prématuré. À but pré-thérapeutique, antécédent cardiovasculaire, auscultation cardiaque, glycémie, risque de déséquilibre d'un diabète gestationnel par la corticothérapie prénatale, électrocardiogramme avant 32 semaines, en prévision d'un traitement par sulfate de magnésium. Bilan fœtal, bien sûr, on doit évaluer le bien-être fœtal. Est-ce qu'il va bien ce bébé? Donc, mouvement actif photo, le rythme cardiaque fœtal et l'échographie obstétricale. Présentation fœtale, la vitalité, les biométries, le liquide amniotique et la position du placenta. Ça ne sert à rien de traiter une menace d'accouchement prématuré si le bébé ne va pas bien. Alors, sur le plan pronostic, on a le score de Baumgarten pour évaluer. On essaie toujours d'évaluer le plus objectivement possible et donc de donner des chiffres. Alors, donc, on évalue la contraction utérine, régulière 1, régulière 2, par exemple, les membranes intactes, rupture haute ou rupture basse, métrorragie peu importante, hémorragie et la dilatation du col. Et on va avoir un score. Alors, menace d'accouchement prématuré inférieure ou égale à 3. De 4 à 5, on est en menace d'accouchement prématuré modéré. Et supérieure à 6, menace d'accouchement prématuré sévère. Donc, à partir de là, on va commencer à préparer les conditions pour recevoir le bébé. Donc, le score de tocolyse de Baumgarten, élément de décision et de gravité. Tenir compte du terme gestationnel, des résultats de l'échographie et du score. Menace légère, on peut traiter en ambulatoire chez elle. Menace modérée, tocolyse active, en général, c'est à partir de ce moment qu'on indique l'hospitalisation. Menace sévère, préparer l'accouchement, transférer la malade vers un hôpital selon l'agitation. Traitement de la menace d'accouchement prématuré. Vers l'accouchement prématuré. Et prévenir les complications de la prématurité. Votre micro. Prévenir les complications de la prématurité. Donc, c'est ça notre but dans la prise en charge de la menace d'accouchement. Stopper la menace d'accouchement prématuré, éviter l'évolution vers l'accouchement prématuré et prévenir les complications de la prématurité. Principe, c'est quoi? Arrêter l'activité physique et repos, inhibition pharmacologique, ça veut dire par des médicaments de la contraction utérine, identification et traitement de l'étiologie, prévoir les conséquences d'échec de la tocolyse. Ça veut dire préparer Recording in progress. Politique. On peut les antagonistes de procédure. Prévention de la maladie. S'il vous plaît. Et traitement étiologique, antibiotique, les mesures adjuvantes, transfert in utero, si l'accouchement prématuré est inévitable,
et le cerclage à chaud. Mais le cerclage à chaud, là, c'est... Alors, le repos et l'hospitalisation, cessation d'activité, mais il faut savoir, il y a le risque thrombotique. Donc, on ne va pas essayer de traiter l'accouchement prématuré en entraînant une maladie thromboembolique. Pas de preuve d'efficacité d'arrêt des rapports sexuels. Là, je parle des malades qu'on prend en charge en ambulatoire. Hospitalisation ou le maintien à domicile. Donc, on doit poser quelques questions. Est-ce qu'il faut hospitaliser ou le maintien à domicile? Donc, prendre en considération les contractions utérines, les résultats de toucher vaginal, l'état des membranes et surtout le score de Pombert. Le maintien à domicile doit prendre en considération l'éloignement de la résidence, la situation familiale, le degré de compréhension et d'observance du repos. Donc, c'est des choses qu'on doit prendre en charge dans la décision d'hospitaliser ou non la patiente. En général, rupture prématurée du membrane, menace d'accouchement prématuré, modéré, hospitalisation. Traitement symptomatique. Donc, le traitement symptomatique, ça veut dire arrêter les contractions utérines, c'est la tocolyse. On a les bêta-mimétiques dérivés de catécholamine, stimulation des récepteurs bêta-adrénergiques, ce qui va entraîner relâchement de fibres musculaires, entre autres l'utérus, mais aussi autres organes, efficacité prouvée. Donc, la voie d'administration, on peut l'utiliser par voie intraveineuse ou par voie orale, des comprimés de 2 mg, 4 comprimés par jour. Donc, en général, on commence par un traitement d'attaque pendant 48 heures, puis un traitement d'entretien par voie orale. Surveillance du traitement, contraction utérine, le pouls, la tension et la diurèse. C'est efficace, mais malheureusement, il y a beaucoup d'effets secondaires. Et des effets secondaires qui peuvent être graves. Palpitations, tachycardie, tremblements, douleurs thoraciques. On a des cas d'œdème aigu du poumon, des cas d'infarctus de myocarde. Et on a même des cas de mortalité maternelle suite au traitement par bêta-2 mimétique. Les contre-indications, les cardiopathies, les coronariopathies, donc l'HTA sévère, le diabète, l'hyperthyroïdie. Donc, balance bénéfice-risque de la tocolyse par les bêta-mimétiques, elle n'est pas avantageuse. Donc, actuellement, l'usage de salbutamol dans cette indication, donc dans la tocolyse, n'est plus recommandé à cause des effets secondaires fréquents et parfois graves. Inhibiteur calcique, on a le nifedipine, Adalat par voie orale. Un traitement d'attaque, c'est ça l'avantage de l'Adalat. On peut l'utiliser même en traitement d'attaque par voie orale avec un comprimé de 2 mg par 20 minutes jusqu'à 4 comprimés heure. Après, relais par voie par Adalat, LP 20 mg par voie comprimée par jour. L'Oxène, on peut l'utiliser par voie parentérale intraveineuse pendant le traitement d'attaque. Efficacité largement démontrée. De mise en marché sur cette indication sur la tocolyse. Il a beaucoup moins d'effets secondaires par rapport au bêta-2 mimétique. Les antagonistes de l'ocytocine, donc l'atosiban, antagoniste sélectif des récepteurs de l'ocytocine. Donc, il agit que sur l'utérus. Vous imaginez que ça sera beaucoup plus tolérable avec beaucoup moins d'effets secondaires. Administré par voie intraveineuse en 3 étapes. Donc, c'est quoi le problème? C'est le coût. Donc, environ 500 € par cure de 48 heures. Donc, c'est son inconvénient. Recommandation,
utilisé bien sûr en cas de contre-indication à la tocolyse par les inhibiteurs calciques. On a d'autres tocolytiques historiques qu'on a utilisés déjà avant, mais maintenant, c'est soit le loxane, soit les inhibiteurs calciques ou bien les antagonistes de l'ocytocine. Par exemple, on a utilisé à certains moments les ANS avant 34 semaines, mais il a des effets secondaires photo et néonatales, la persistance de la conalantémie. Le progestérone, efficacité non prouvée en phase aiguë, espacement et autres antispasmodiques. Agents tocolytiques actuellement utilisés, on parle des antagonistes de l'ocytocine et de l'inhibiteur calcique. Donc, quelles sont les contre-indications à la tocolyse en général? Malformation fœtale, ça ne sert à rien de tocolyser et d'arrêter la contraction utérine sur malformation fœtale. Souffrance fœtale aiguë, mort fœtale in utero. À quoi ça sert d'arrêter les contractions utérines alors le bébé il est mort? Chorioamniotite, il y a une infection ovulaire. On ne peut pas laisser une infection ovulaire comme une chorioamniotite à l'intérieur de l'utérus. Il y a le risque d'évolution rapide vers la septicémie maternelle. Donc là, on est toujours dans le sauvetage maternel. Le risque maternel grave, contre-indiquant la poursuite de la grossesse. Ça veut dire dans tous les cas où une interruption médicale de la grossesse, c'est la prématurité provoquée obligatoire devant une prééclampsie, éclampsie, un HELP syndrome, ainsi de suite. Maintenant, le corticothérapie prénatale avant 34 semaines. Il ne faut jamais oublier la corticothérapie prénatale avant 34 semaines. Diminution prouvée de la morbidité et de la mortalité néonatale chez le nouveau-né après 24 semaines et avant 34 semaines. Comment? Injection intramusculaire répétée à 24 heures d'intervalle de 12 mg de betaméthasone ou de dexaméthasone. C'est les deux corticoïdes qui traversent les barrières placentaires. Ce n'est pas la peine de mettre les malades sur solimédor. Parce que je vais Donc, le sulfate de magnésium, vous devrez avoir le staff technique nécessaire pour utiliser. Donc, le sulfate de magnésium, vous devrez avoir le staff technique nécessaire pour utiliser le sulfate de magnésium, plateau de réanimation et mesures associées. Chez les patients de résus négatifs, prévention de l'alloimmunisation photonique. Il ne faut jamais poser la question du groupage de la main. Être sûr de son groupage. Donc, prévention de l'alloimmunisation photomaternelle par l'injection de gamma-globulines anti-T. Il faut toujours penser à prévenir des complications thromboemboliques. Surveillance materne-fœtale, surveillance maternelle de l'efficacité du traitement. Surveillance fœtale, surveillance du bien-être fœtal. Maintenant, on va dire un mot sur le transfert in utero du centre périphérique vers un centre de référence selon l'âge gestationnel. Donc, une femme qu'on voit qu'elle a des contractions, qu'elle a une menace d'accouchement prématuré sévère, dont l'accouchement, elle est très probablement inévitable. On doit transférer la malade
vers un centre où il y a un service de néonatologie adapté de prendre en charge l'enfant prématuré. Donc, du centre, selon la gestationnelle. Prévention de la menace d'accouchement prématuré passe par la surveillance de la grossesse, suivi de la grossesse, pour dépistage des facteurs de risque. Après dépistage des facteurs de risque, on va identifier des grossesses à risque et des femmes à risque de faire accouchement prématuré. Donc, pour essayer de surveiller différemment ces femmes à risque. Importance de la consultation donc prénatale, recherche et prévention des facteurs prédisposants, donc traitement précoce des infections urinaires et cervico-vaginales. Des fois, l'infection urinaire, elle n'est pas toujours symptomatique. Sarclage à la fin du premier trimestre, en cas d'au moins 2 antécédents d'accouchement prématuré ou de fausse couche tardive. Merci beaucoup pour votre attention. Très bien. Modérateur. Très bien. Parfait. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Très bien. Donc voilà. Merci, Dr. Kharef, pour la présentation concernant la menace d'accouchement prématuré, le diagnostic étiologique et comment faire, comment traiter en prévention et de traitement curatif la menace d'accouchement prématuré. On peut prendre 3 questions. Est-ce que vous avez des questions? Des questions concernant la menace d'accouchement prématuré. Bon, on va regarder. Juste le dosage de manuel, comment prévenir les complications de prématurité. Je n'ai pas bien compris la question. Okay. Juste le dosage de magnésium indiqué avant la naissance. Il y a une question. Non, on prend ça. Comment prévenir les complications? Donc, comment prévenir les complications de la prématurité? En réalité, comment prévenir la prématurité? C'est l'objectif de notre présentation. L'objectif de notre présentation, c'est de prévenir la prématurité pour prévenir les complications de la prématurité. Donc, c'est le diagnostic, c'est faire le diagnostic des femmes à risque de faire une menace d'accouchement prématuré, passe par un bon suivi de grossesse, c'est très important, évaluation du risque dès la première consultation de la femme pour grossesse et prendre en charge les facteurs de risque, premièrement, puis la menace d'accouchement prématuré. Et en cas d'échec,
Il faut préparer le plateau technique complet pour prendre en charge le nouveau-né prématuré. C'est ça la prévention. C'est ça ce qu'on peut proposer comme prévention de prématurité et des complications de prématurité. C'est la première cause. J'ai dit tout à l'heure, c'est la première cause de mortalité et morbidité périnatale. Oui, bon, comment l'anémie provoque-t-elle l'accouchement prématuré? Le mécanisme? C'est la même question que la fois passée. Donc, l'anémie entraîne l'ischémie du tissu utérin, ce qui provoque des contractions utérines. Donc, c'est les fibres musculaires ischémiques qui vont réagir par des contractions. Donc, c'est ça l'anémie. Voilà, donc la contraction utérine